Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du 26 avril 2018 du rapport Boivin et ça couvre la période du 20 avril jusqu'à ce jour. Déjà le 20e de la saison 2, on achève, mais il y a encore bien des affaires dans l'actualité qui se sont déroulées la semaine dernière. Fertile en émotions de toutes sortes. Je veux commencer parce qu'à tout seigneur, tout honneur, parce que des fois, avec l'actualité politique, les drames judiciaires et autres, on tend à porter ça sous silence, puis c'est triste. Mais la fin de semaine du 21-22, le 22 avril, c'était la journée, le jour de la Terre. Et chaque année, il y a un monsieur dans la région qui s'appelle Guy Dostalaire, qui est je dirais, un amoureux de l'environnement sous toutes ses formes, qui réfléchit à ça quotidiennement et pense à différentes façons de pouvoir laisser une belle trace, pas une mauvaise trace environnementale, mais laisser sa marque au niveau environnemental. Il organise une marche et moi, je me rappelle avoir participé à quelques reprises à cette marche à titre lorsque j'étais députée et j'étais toujours attristée par le fait qu'il n'y avait pas tant de monde que ça qui participait. Mais il faut dire que la marche, on la faisait comme genre de l'école secondaire du Versant jusqu'à l'école secondaire Nicolas-Gatineau. Les médias n'étaient pas vraiment présents. Il y avait pas c'était vraiment ce que j'appelle des amoureux de l'environnement qui participaient à cela. Cette année, ils ont décidé de changer le trajet et quelle belle décision à mon point de vue. Ils sont partis du parc Jacques-Cartier, ils ont abouti au Parlement, sont allés apporter leur message là-bas. Au gouvernement Trudeau, qui se targue d'être très pro-environnementaliste, mais en tout cas, on pourrait avoir des discussions sur ce sujet, alors que le sujet numéro 1 au fédéral présentement, c'est la création et la construction d'un autre pipeline entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, mais ceci est une autre histoire. Alors, ils ont procédé à leur marche, ils ont passé leur message, il y avait une belle participation et surtout une belle participation médiatique, ce qui a pu relever un petit peu le message pour le porter, pour avoir une plus grande portée. Alors, j'en suis fort aise. Cette année, il y a Greenpeace qui est extrêmement volubile concernant la question du plastique. C'est pas d'hier. Tu sais, des fois, on se demande qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour aider l'environnement. Bien, juste de moins utiliser de plastique, à tout le moins le recycler, c'est déjà ça. Mais d'en utiliser moins, ce serait pas une mauvaise affaire. Et il donnait juste l'exemple bon, il y a les bouteilles, mais aussi l'exemple des pailles. Quand vous allez au McDo, là, ou au Burger King, ou peu importe où vous allez, puis qu'on vous donne une boisson dans un verre de plastique avec une paille, bien, laissez la paille de côté puis buvez directement Ça fera déjà ça de moins dans l'environnement. Alors, je voulais saluer le travail de Guy Dostalaire cette semaine parce qu'il travaille très, très fort. Lui, sa conjointe, ses jeunes et les gens de son entourage. Alors, si ce n'était pas d'eux autres, il n'y aurait pas grand-chose de ce côté-ci de la rivière qui se déroule concernant le jour de la Terre. On s'est aussi levé en fin de semaine dernière avec une nouvelle qui en a renversé plusieurs. Un jeune député de la mouture 2015, je dirais presque un chouchou de Justin Trudeau, un de ses favoris, si on veut. Les médias en pensent beaucoup de bien. Ses collègues aussi. Il est très fort dans les dossiers d'agriculture, heureusement, parce que c'est le député de Glengarry, Prescott Russell. Il y en a qui se rappelleront de Don Boudria, qui a longtemps régné sur ce comté pour les libéraux fédéraux. Les libéraux fédéraux qui étaient en convention à Halifax la fin de semaine du 19, 20, 21 avril. Et Francis Drouin de lui-même a parlé avec les médias pour dire qu'il faisait l'objet d'une plainte d'une personne. Il y avait une activité dans un bar, comme bien souvent dans ces conventions. Il y a des activités qui se déroulent pour le parti, mais après les ateliers de formation, les réunions, les assemblées, etc.,
ben les congressistes se dirigent vers les restos, les bars de la ville, et parfois, ben ça peut peut-être déraper. En tout cas, Francis Drouin est allé devant les médias pour dire qu'il faisait l'objet d'une plainte parce qu'il s'était passé quelque chose dans un bar, mais selon lui, il n'y avait rien à se reprocher. Et le parti a décidé d'attendre, de voir ce qui se passerait avec la police d'Halifax. Plus tard dans la semaine, on a eu un autre communiqué de la part de Francis Drouin qui n'a pas été retiré du caucus libéral à l'effet que c'était une erreur sur une personne. Il y avait quelques témoins qui disaient qu'une dame prétendait que quelqu'un y avait touché aux fesses et elle pensait que c'était Francis Drouin qui, lui, attendait de payer sa facture. En tout cas, bref, fort probablement qu'il ne sortira pas grand-chose de cette histoire, mais je voulais simplement la souligner d'une part parce que je pense qu'il a eu la bonne stratégie. Des fois, tu es mieux d'aller au-devant des coups que d'attendre qu'il t'arrive en pleine face, puis qu'après ça, tu as l'air de patiner de reculons. Alors qu'ici, il a pris les devants et je pense que les médias l'ont suivi dans la démarche et au lieu d'être en avant et de lui faire avoir l'air d'un chevreuil devant des phares de voiture. Alors, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais pour l'instant, tout semble correct. Et de toute façon, si on allait dans son coin de pays, la plupart des gens croyaient pas du tout que c'était possible, mais comme bien d'autres cas où on penserait jamais que quelqu'un de la trempe de aurait fait telle chose. Alors, il faut attendre les événements, mais je pense que pour Francis Drouin, il va sûrement s'en sortir correctement. Il y a aussi une histoire qui est sortie dans le Toronto Star la semaine dernière, qui n'a peut-être pas fait trop de vagues, qui, à mon avis, souligne un problème important à bien des niveaux, c'est-à-dire le double emploi de certains députés au Parlement fédéral. Qu'un médecin, pour garder son droit de pratique médicale, soit obligé de faire quelques heures, et c'est là, je n'ai pas de problème avec ça, que des avocats qui sont obligés de faire de la formation puissent aller prendre leur formation pendant qu'ils sont députés pour pouvoir demeurer, par exemple, inscrits à l'ordre du barreau. Pas de problème avec ça. Quelqu'un, par contre, qui maintient une pratique à 100% dans un ou l'autre des domaines et que finalement, son rôle de député, de ministre, peu importe le rôle qu'ils occupent au Parlement, devient pratiquement secondaire. Ça, j'ai un petit peu plus de problème avec ça et c'est ce que le Toronto Star soulignait. Un cas en particulier, celui de Nicolas Diorio, qui était une des vedettes, une des candidatures vedettes de l'équipe de Justin Trudeau aux élections de 2015. Nicolas Diorio, moi-même qui pratique moins le temps maintenant, mais ma spécialité étant le droit du travail, on sait tous que Nicolas Diorio, au Québec, c'est une sommité en droit du travail et selon les informations qui sont sorties dans le Toronto Star, Nicolas Diorio qui continuait à pratiquer à plein temps, qui était en charge de son bureau d'avocat, un gros bureau à Montréal, de tout le volet droit du travail, trouvait le temps d'enseigner à l'université, trouvait le temps d'écrire un livre parce qu'il écrit beaucoup en matière de droit du travail. Alors, on était certainement en droit de s'interroger sur le temps qu'il passait à occuper des fonctions qui lui rapportent quand même au-dessus de 160 000 $ parce que c'est ce que les députés fédéraux font minimalement parlant. Et ça inclut pas les rôles de président, vice-président de comité et d'autres fonctions qu'ils peuvent occuper s'ils sont secrétaires parlementaires, etc. Je disais que ça m'interpelle de quelque façon. Premièrement, moi, je ne sais pas comment il faisait parce que quand j'étais député, c'était oublier ça, tu n'as pas le temps de faire d'autres choses. C'est occupé à plein temps. Si tu fais ton travail de député, c'est-à-dire tu participes dans les comités, tu es actif dans les débats, tu es actif dans ton caucus, tu as peut-être certaines responsabilités. Puis après ça, tu as ton travail de circonscription, rencontrer les gens de ton comté. C'est du séjour semaine, presque 20 heures par jour. C'est absolument c'est inimaginable. C'est absolument incroyable. Alors, j'étais assez surprise de cette nouvelle et coup de théâtre, je pense que c'est jeudi de la semaine dernière ou mercredi, Nicolas Diorio a annoncé qu'il se retirait de la vie politique, qu'il démissionnait de la vie politique. Il n'a pas donné de date précise encore, mais il va quitter
Il prétend pour des raisons familiales. Je ne sais pas jusqu'où l'article dans le Toronto Star est venu le chercher, mais définitivement, moi, ce que ça m'indique, c'est d'une candidature vedette. Je ne suis pas certaine que Justin Trudeau a su réellement prendre les spécialités de Nicolas Diorio pour les mettre en évidence et pouvoir faire bénéficier son caucus, son gouvernement, parce que des fois, quand on regarde son front bench, excusez l'expression, là, ses banquettes d'avant, ses ministres, secrétaires parlementaires, que c'est très, très fort comme cabinet, à part quelques exceptions dans mon livre. Peut-être qu'il y aurait eu intérêt à utiliser à meilleur escient les capacités d'un homme comme Nicolas Diorio, qui à ce moment-là se serait senti moins obligé de continuer pour se valoriser, de faire certains autres travaux qui n'ont rien à voir avec son travail de député, n'en déplaise à Nicolas Diorio lui-même, qui dit que ça n'en fait une meilleure personne. Bien, je veux bien croire que notre passé, nos expériences, notre vie communautaire antérieure a un impact sur ce qu'on devient comme député, mais quand on se présente comme député, c'est qu'on a quelque chose à offrir aux gens qu'on veut représenter, et on veut les représenter, bien, il faut le faire, ce travail de représentation-là. Mais enfin, bref. Système de paye Phoenix. Il y avait une demande de recours collectif. Ça a été autorisé par la Cour supérieure. Alors, il y aura un recours collectif, mais avant que tout le monde s'excite, pense qu'ils vont pouvoir bénéficier, tous les fonctionnaires fédéraux vont pouvoir bénéficier du recours collectif. Juste bien comprendre que ça ne se dirige que vis-à-vis les gens qui ne sont pas couverts par la procédure de grief. On parle surtout d'étudiants, d'occasionnels, de retraités qui ne font pas nécessairement partie des conventions collectives, donc qui ne peuvent pas obtenir réparation par le biais de la convention collective. Alors, c'est quand même assez limité, malgré que des occasionnels, il y en a un puis l'autre au gouvernement fédéral, mais n'empêche, pensez pas là, que vous devez arrêter de faire des démarches avec vos syndicats respectifs, amis fonctionnaires qui m'écoutez présentement. Alors non, ça continue et vous devez aider vos syndicats respectifs à pouvoir monter leur dossier pour pouvoir finaliser ces problématiques. Puis on va espérer que le gouvernement un jour va les régler une fois pour toutes pour le futur. Taxe sur le carbone, je voulais vous en parler un peu. Je ne veux pas embarquer dans la technologie de la taxe puis le carbone comme tel, mais c'est une taxe qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Normalement, c'est les provinces qui devront l'imposer. Si elles ne le font pas, c'est le gouvernement fédéral qui le fera. Et celui que j'appelle la petite peste des conservateurs, Pierre Poilievre, député dans un des comtés d'Ottawa, a fait des demandes précises au gouvernement de Justin Trudeau pour avoir réellement l'ampleur des attentes du gouvernement par rapport à cette taxe-là. Comment ça va s'inscrire sur les biens à la consommation, sur le coût du pétrole, par exemple, aux pompes? Est-ce que ça va être 10 cents, 15 cents, 20 cents? Et le gouvernement est assez cachottier là-dessus, donc une histoire à suivre. On fait une pause et on revient. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Et la grosse nouvelle, évidemment, cette semaine ou la semaine dernière, je devrais dire, c'est le drame, ce qui s'est passé à Toronto. Je pense qu'on a tous été sous le choc de voir ces gens qui ont été tués par un conducteur d'une vanne louée de la compagnie Ryder qui s'est mis à zigzaguer dans certaines des artères les plus achalandées de la grande ville du Canada, dans Toronto.
Il en a tué 10 personnes, on parle de 14 blessés. Il a comparu cette semaine M. Alek, je devrais même pas dire monsieur, là, mais Alek Minassian, 25 ans, qui... on essaie encore de cerner toutes les raisons, mais ça commence à se préciser, mais c'est certain que l'avenir nous le dira encore de façon plus précise lorsque le procès pour meurtre et tentative de meurtre à l'égard de certaines personnes qui n'étaient pas reliées à M. Minassian. Il semblerait qu'il s'inscrivait dans la mouvance d'un certain... mouvement qui s'appelle Incel, que ça mange en hiver, ça a l'air, c'est involontairement célibataire. Il y a plusieurs criminels notoires qui font partie de ce type de mouvement, des misogynes qui n'acceptent pas que la gente féminine ne soit pas intéressée par eux, s'échangent dans les coins les plus sombres du web. En tout cas, c'est épeurant, je vous dirais. De la même façon que de se faire cibler pour des motifs religieux ou de se faire cibler pour des motifs de croyances politiques, bien, se faire viser parce qu'on est du sexe féminin ou vice-versa du sexe masculin, ça fout la trouille, je peux vous dire, ça donne froid dans le dos. Ce que je veux souligner avant tout, c'est le travail du policier Ken Lam, le constable Ken Lam. Vous avez certainement vu, si vous ne l'avez pas vu, allez chercher ça sur Internet. Vous allez voir le constable Lam qui pourrait donner des cours à beaucoup de policiers américains, entre autres. Il y a eu un cas il n'y a pas si longtemps où des policiers américains avaient tiré 20 balles dans le dos d'une personne noire qui n'avait qu'un cellulaire à la main, mais qu'eux pensaient était un fusil. C'est exactement ce qui se passait avec Alek Minassian, qui arrêtait pas de pointer le policier, même baissait son bras, faisait semblant de le pointer. Et quand on regardait la vidéo, je vais vous dire, j'ai jamais pu déterminer si c'était une arme ou un téléphone cellulaire. Les faits ont confirmé, la suite des événements ont confirmé que c'était effectivement un cellulaire, mais il n'arrêtait pas d'hurler qu'il y avait une arme dans ses poches. Mais le policier est resté d'un calme olympien, incroyable dans les circonstances et a réussi à maîtriser la personne en question qui maintenant fait face à une série d'accusations aux criminels. Et il y en a des gens qui me disaient « il aurait peut-être été mieux d'être mort », puis ça sentait qu'il voulait littéralement, là, c'est un genre de suicide par quelqu'un d'autre. Autrement dit, je ne me suiciderai pas moi-même, je ne me tirerai pas, mais je vais m'organiser pour que tu me tires, ce que le policier ne l'a certainement pas accommodé à ce niveau-là. Je vous parlais du mouvement Incel et ça restera à enquêter parce que je sais que la première question que les médias posent toujours, surtout au ministre de la Sécurité publique, tant ontarien, quand c'est en Ontario que ça se déroule, au Québec, c'était au Québec et au fédéral, c'est est-ce que c'est pour une question, est-ce que la sécurité nationale est en danger? Et toute la semaine, j'ai réfléchi à la question en me disant, sécurité nationale, est-ce que c'est juste pour des motifs religieux ou politiques? Est-ce que le fait de cibler des personnes comme ici, parce qu'elles sont de sexe féminin et on en veut aux femmes. Rappelez-vous Marc Lépine à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, et là c'était pour des raisons politiques quand il s'est présenté à l'Assemblée nationale, mais rappelez-vous la Polytechnique, on en voulait aux femmes, le tueur était absolument... allergique aux femmes, en voulait aux femmes et voulait viser et tuer des femmes. Alors, est-ce que ce n'est pas un problème de sécurité nationale aussi, à tout le moins pour 50% de ta population? En tout cas, je pense qu'il va falloir qu'ils revisitent un petit peu tous ces principes-là, parce que si ce genre de mouvement est assez fréquent, puis je faisais le décompte, il y en a eu des cas, même en Floride, à l'école secondaire Parkland, où tout le mouvement anti-armes à feu des étudiants américains, des jeunes étudiants américains, cette école-là, ben le tueur
se voyaient aussi dans leur, ce qu'ils appellent héros, Elliot Rodger, qui avait tué 6 personnes à Isla Vista, en Californie, je pense en 2012, quelque chose autour de ça. En 2015, il y en a un autre qui l'a aussi pris comme modèle. Il y en avait déjà un en 2009 qui avait fait ça. Alors, quand on commence à additionner toutes ces morts, un par derrière l'autre, ça commence à devenir inquiétant parce que si je regarde en termes de terrorisme, que ce soit celui qui s'était présenté à la Chambre des communes, et qu'on compare le nombre de personnes tuées, ça commence à s'empiler le nombre de cibles féminines, et ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, j'espère que nos ministres de la Sécurité publique vont porter une attention puis donner les outils aux policiers pour pouvoir essayer de percevoir les dangers avant même que les malheurs arrivent. Ça serait déjà plus utile de prévenir que de guérir. Entre-temps, on transmet nos sympathies aux familles endeuillées, évidemment, de Toronto, celles qui ont été blessées, leurs amis, parentés, etc. C'est des moments horrifiants, horribles à vivre et mon cœur brise juste à y penser. Pendant ce temps-là, les discours se sont peut-être fait un petit peu plus sympathiques cette semaine dans les différents parlements compte tenu des événements à Toronto, mais ça n'empêche pas qu'on le sait qu'au Québec, ça va être une campagne sale, je vous le dis depuis le début. 1er octobre, les prochaines élections provinciales. C'est certain que M. Couillard, le premier ministre, sait que celui qui souffle dans le dos, s'il n'est pas déjà en avant de lui, c'est François Legault, donc l'attaque sur tous les fronts. Et sa nouvelle, je ne devrais pas dire son nouveau dada, là, mais c'est vraiment la question du populisme. C'est comme si populisme, qui vient de populaire, population, n'avait que des connotations négatives. Pourquoi? Parce que bien souvent, on confond les genres. On confond les j'oublie son nom de famille, là, notre ami Doug Ford, qui se présente pour les conservateurs en Ontario, qui va probablement gagner en Ontario, qui ne fait pas dans la dentelle. Ça part de Donald Trump, qui ne fait pas dans la dentelle, qui dit à peu près tout ce qui passe par l'esprit. Des fois, il y aurait intérêt à y songer un petit peu, même si c'était juste une couple de secondes. On confond les Marine Le Pen de l'extrême droite de la France. On confond celui de la Hongrie, le premier ministre hongrois Viktor Orban. Et on mélange tout ce beau monde-là, puis on y mixe François Legault. Et ce qui n'aide pas, c'est quand tu as un magazine, une revue aussi cotée que The Economist de Londres en Angleterre, qui met François Legault dans le même bassin que les personnes que je vous ai mentionnées tantôt. Vous pouvez être certain que François Legault va se promener partout, pas François Legault, mais Philippe Couillard va se promener partout avec ce magazine en disant « Regardez, un réputé magazine comme l'Économiste qui nous le dit, là, c'est dangereux d'avoir un gars comme François Legault. » Malgré que François Legault, il parle plus, selon le magazine, d'un nationalisme culturel. C'est pas nécessairement en soi mauvais. Ça dépend quel genre de mesures tu prends. Puis tant qu'il y a une charte au Québec, je pense qu'il y a quand même des limites qui balisent les gestes que peuvent poser nos gouvernements. Mais enfin, bref, il ne restera, je le répéterai jamais assez, c'est nous les derniers qui avons le dernier mot là-dedans. Alors, est-ce que c'est ça qui va sauver le gouvernement de Philippe Couillard de perdre les prochaines élections? On le verra. Est-ce que ces tactiques de peur qu'on va entendre tout au long des campagnes électorales concernant l'adversaire numéro 1, c'est-à-dire François Legault? Ça sera certainement à suivre. Autre sujet qui a fait réagir beaucoup du côté de Québec, ça aura été la question des missions parlementaires. Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours été allergique à ces voyages pratiquement inventés pour pratiquement récompenser les parlementaires, se faire des belles petites vacances aux frais de la princesse. Oui, c'est vrai qu'ils vont vous dire que, on s'en va voir comment est-ce que tel pays fait telle chose, puis c'est toujours bon d'avoir des contacts avec les collègues de d'autres pays, etc. Mais plus souvent qu'autrement, il y a beaucoup de gens qui reviennent de ces voyages, se rappellent même pas qui ils ont rencontré, ce qu'ils ont fait là, mais ça a servi
de façon de cimenter certains liens entre parlementaires strictement québécois. Puis c'est la même chose au fédéral, je peux vous dire tout de suite. Moi, je me rappelle d'un voyage qui avait été organisé alors que je siégeais au comité de la procédure à Ottawa. Et on voulait aller étudier, le comité voulait aller étudier comment est-ce que les régimes parlementaires fonctionnaient, puis comment ils avaient décidé de s'enligner vers la proportionnelle plutôt que si. Tout ce qu'on avait à faire, là, c'était de prendre un livre puis de lire sur le sujet. Alors moi, c'est ce que j'avais dit. J'avais refusé d'aller dans le voyage organisé parce que d'aller à Londres, d'aller en Écosse, d'aller en Australie, berceau de plein d'études à ce niveau-là, il y avait une bonne littérature qui existait déjà du côté de la Commission de réforme du droit. Alors, je sentais que c'était un abus total au niveau fonds du public et je m'étais fait reprocher par les députés du comité comme si je faisais du populisme. Bien, si c'est ça, populiste, bien, je pense qu'il faudrait peut-être que nos députés le soient un petit peu plus, puis on dépenserait peut-être un peu moins. Ils ont le président Chagnon de l'Assemblée nationale qui fait partie de beaucoup de ces délégations et qui, semble-t-il, aime beaucoup payer la traite à bien des gens, selon les informations qu'on a pu lire, promet qu'on va revoir la façon de fonctionner au niveau de ces missions parlementaires, à tout le moins pour être plus transparent au niveau de ce que ça coûte au Trésor public. Mais j'aimerais bien qu'ils nous disent aussi quel est l'objectif, qu'ils nous fassent un rapport sur ce qu'ils sont allés chercher comme information et qu'est-ce que ça donne, c'est quoi la plus-value pour les Québécois dans leur ensemble. Au niveau de la ville de Gatineau, ben encore, on sent qu'ils sont un peu à couteau tiré, certains membres du conseil. On parle du maire Maxime Pedneau-Jobin, son conseiller M. Blondin. Il y a Mme Boudria aussi qui est assez verbale, qui n'a pas peur de s'affirmer, de parler à haute voix. Ça ne fait pas toujours l'affaire de d'autres membres du conseil parce que ce qu'ils aimeraient, c'est tout avoir leur discussion derrière des portes closes, puis quand ils ouvrent les portes devant le public, ils nous arrivent avec une espèce de consensus. Malheureusement, ce n'est pas de même la vie. Puis des fois, c'est important, puis c'est peut-être intéressant d'entendre les points de vue de ceux qui ne pensent pas comme nous. Alors, il y a eu une espèce de fin de semaine sur le vivre ensemble pour les communautés culturelles. Ça vaudrait peut-être la peine d'envoyer certains membres du conseil pour qu'ils apprennent à vivre ensemble aussi, de façon à être moins enfantins sur la place publique. Puis en ce qui concerne, en terminant, les guichets indépendants, il y aurait, semble-t-il, une entente entre le Mouvement des Jardins et certaines municipalités. C'est pas le gros char, d'après moi, on saura y revenir. Bonne semaine, Boivin dit plus rien.